souvent, même les entreprises engagées ne font pas des efforts suffisants. Parce qu'en fait, les efforts, c'est pas dire qu'elles en ont pas assez envie ou quoi. C'est dire aussi que les efforts qu'on nous demande sont énormes et qu'on n'en prend pas forcément la mesure. En fait, ils sont obligés effectivement d'être eux-mêmes moteurs de ça, parce qu'il n'y a pas de gouvernance étatique qui vient dire il faut faire ça. On part du principe que ce découplage est possible. Par exemple, on va prendre l'exemple de la France en disant « Ah bah nous, on a quelques petits pourcents de croissance et puis on réussit à baisser nos émissions de 1 ou 2% par-ci par-là, etc. » En fait, c'est urgent pour les acteurs du secteur carbone de même, par exemple, si on passe d'une entreprise à l'autre, de pouvoir se dire « Ok, là, je suis vraiment dans ces clous-là et ces clous-là sont partagés par tout le monde. » Et je trouve que c'est un petit peu, en fait, toutes les exigences méthodologiques qu'on peut se permettre d'avoir dans notre secteur. Gaëlle, donc autre sujet, on va passer. Tu voulais nous parler de Open Climat. Alors oui, en gros, dans notre métier, du coup, chez Carbo, on a eu quelques difficultés, je pense, vis-à-vis d'entreprises qui avaient vraiment besoin de se situer, en fait. On a vraiment ce côté, ok, bah, j'ai fait mon bilan carbone, vous me proposez un plan de réduction et tout, mais est-ce que ça veut dire que vraiment je contribue à la lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je peux communiquer dessus, etc. Et on s'est vraiment demandé, mais comment on fait ça? Parce que au niveau de la comparaison, nous, par exemple, on pourrait comparer avec les entreprises du secteur, parmi les entreprises qu'on connaît, celles qui sont publiques, etc. Mais c'est déjà des entreprises engagées. Et souvent, même les entreprises engagées ne font pas des efforts suffisants. Parce qu'en fait, les efforts, c'est pas dire qu'elles en ont pas assez envie ou quoi. C'est dire aussi que les efforts qu'on nous demande sont énormes et qu'on n'en prend pas forcément la mesure. Et du coup, dans ces recherches-là, j'ai découvert Open Climat, que je trouve super parce que la question de l'open data, déjà, se pose beaucoup dans notre métier parce qu'on est beaucoup de petits acteurs concurrents, en fait, sur un marché qui est quand même hyper concurrentiel, où on a certes certaines différences qui vont être, certains font du conseil, certains sont plutôt orientés PME, certains plus industrie, d'autres vont à l'étranger, etc. Mais on a quand même, je trouve, un manque de communauté autour des experts carbone du secteur. Et donc, Open Climat, c'est d'abord une base de données un petit peu commune des actions et une notation, en fait, des actions que vont prendre les grandes entreprises en termes d'engagement, notamment au niveau des gaz à effet de serre, ce qui est notre sujet principal, mais aussi une méthodologie de comment on dit qu'une entreprise est bien située, en fait. Et comment on dit qu'une entreprise est compatible avec une trajectoire 1.5, par exemple. C'est comme la classification immobilier avec l'énergie, mais pour les entreprises, quoi. En gros, dans ta catégorie, t'es F, quoi. Donc ça veut dire que c'est améliorable, quoi. C'est ça, comme les Nutri-Score et autres. Et en fait, on a un concurrent qui avait déjà bossé sur ce type de Nutri-Score, mais en fait, c'était quelque chose qui avait un manque d'ambition qui était très flagrant, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir la note maximale juste en ayant mesuré toutes ces émissions et décidé d'un plan d'action. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir mesuré absolument aucune baisse d'émissions et avoir la meilleure note possible. Et du coup, c'est pour ça que nous, on s'est vraiment dit, en fait, c'est urgent pour les acteurs du secteur carbone, de même, par exemple, si on passe d'une entreprise à l'autre, de pouvoir se dire, OK, là, je suis vraiment dans ces clous-là, et ces clous-là sont partagés par tout le monde. Et je trouve que c'est un petit peu, en fait, toutes les exigences méthodologiques qu'on peut se permettre d'avoir dans notre secteur, parce qu'en fait, on est quand même un secteur qui touche avec des choses qui sont très scientifiques. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le carbone, évidemment, le sujet climat ne se résume pas du tout au carbone, mais ce que j'aime avec le carbone, c'est que c'est entre guillemets facilement mesurable. On a des équivalences pour quasiment tout aujourd'hui et on est capable de dire ça, c'est le plus important. Et en fait, on ne résout pas une crise climatique avec seulement le carbone, mais par contre, il est absolument nécessaire de réduire notre empreinte carbone à un niveau très, très grand, très, très radical, en fait, aligné sur les degrés 1.5 pour pouvoir résoudre cette crise climatique. Et du coup, cette méthodologie, je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est quand même très technique. Il y a cette notion qu'on peut avoir la note maximale que si on a atteint des niveaux de réduction en absolu. Okay. Et ça, j'en parlerai à mon prochain sujet.
Okay. Mais aujourd'hui, dans les réductions d'empreinte carbone, il y a vraiment ce côté absolu versus relatif. C'est-à-dire que si vous produisez des canettes en aluminium, par exemple, et ben nous, on va vous dire super, vous utilisez de l'aluminium neuf, on va vous proposer de l'aluminium recyclé. Du coup, l'année suivante, l'entreprise vient nous voir et dit super, on a passé toutes nos canettes en aluminium recyclé, mais on a eu une croissance de 50%. Ok, en absolu, votre empreinte carbone n'a pas baissé. Donc concrètement, certes, vous avez fait un énorme effort au niveau de votre produit, donc votre empreinte carbone relative a énormément baissé. Par contre, en termes absolus, vous n'avez pas du tout contribué à la réduction carbone, disons, du monde entier, quoi. Et en fait, introduire cette notion d'absolu et de relatif, pour moi, c'est vraiment... c'est pas révolutionnaire, mais ça repose vraiment les bases. Et c'est pour ça qu'Open Climat a été vraiment, je trouve, très, très pertinent sur cette question-là. Ok. Donc... c'est un outil qui permet à qui de faire quoi, en fait? Donc, on va répertorier toutes les entreprises. Donc, une entreprise peut se comparer à d'autres de son secteur, sur le même type, le même nombre de salariés, etc., et de se rendre compte si, effectivement, c'est dans les clous ou pas, quoi. Exactement. Et après, quelqu'un comme toi ou Carbo peut s'appuyer là-dessus pour aussi dire... En fait, c'est très bien, mais comme tu disais sur l'exemple des canettes d'alu, c'est top, mais c'est pas suffisant, ou en fait, finalement, vous êtes bien en retard, quoi. Oui, c'est ça. Et puis en fait, ce qui est important aussi dans le fait d'ouvrir les données et d'avoir plus de transparence dans le secteur, c'est vraiment de pouvoir dire aujourd'hui, tout va s'organiser par secteur. En fait, ce qui nous manque, c'est vraiment une question de planification écologique, et c'est le même sujet que les stations de ski. On a besoin, au sein d'une industrie, de se dire, par exemple, si une entreprise va croître, mais que c'est elle qui a l'intensité la plus basse, l'intensité carbone la plus basse, donc disons que... on revient sur notre entreprise de canettes. Ouais. Imaginons qu'elle a un seul concurrent et que c'est une entreprise qui fait toujours des canettes neuves, qui s'en fout complètement, etc. Si l'entreprise de canettes recyclées explose en termes de croissance, mais gagne des parts de marché sur celle qui ne bougera jamais aux canettes recyclées, c'est un gain pour l'écologie. Donc en fait, tout doit s'organiser par secteur, par bonne pratique, et tout doit se faire par inspiration, par transparence, justement. Et donc ça... tant que le gouvernement ne veut pas s'en charger de manière un petit peu ambitieuse, justement, il va falloir que ce soit les entreprises entre elles et les acteurs du carbone qui puissent être justement des acteurs de cette transparence et de l'ambition et de l'inspiration pour ces entreprises. Ça a commencé, on en a parlé la dernière fois, de Mustela qui avait embarqué des acteurs même concurrents pour que dans les pharmacies, il y ait du vrac. Sur des produits en poudre et tout ça, etc. Et en fait, ils sont obligés effectivement d'être eux-mêmes moteurs de ça, parce qu'il n'y a pas de gouvernance étatique qui vient dire il faut faire ça. Eux, je compte pas beaucoup là-dessus pour qu'ils le fassent. Je pense qu'ils ont pas mal de choses à faire. Et il faut que ça vienne, pour moi, d'un acteur engagé, climato-conscient, qui va entraîner les autres là-dedans, quoi. Donc, ok, Open Climat. Et on sait aujourd'hui combien il y a d'entreprises qui sont référencées sur la plateforme, non? Et après, donc, tous les jours, ou je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, il y a des nouvelles entreprises. C'est du déclaratif, c'est elles qui le font, c'est Open Climat qui va aller chercher les infos. Comment ça se passe? Je crois que c'est Open Climat qui va chercher les infos. Okay. Je n'ai pas exactement les détails de leur organisation. Je pense que ça va être la bonne occasion de l'inviter sur un épisode de Stratégie Climat pour creuser le sujet. Et du coup, tu voulais parler aussi de découplage, qui était un peu lié à ça. Ouais, exactement. En fait, donc cette histoire de absolu relatif, je pourrais en parler pendant des années, parce qu'en fait, ça pose beaucoup de questions. Déjà, ça pose la question un petit peu macroéconomique, donc... la big picture versus l'entreprise. Comment est-ce qu'on mesure, par exemple, la contribution d'une entreprise à un effort global? Et c'est un peu compliqué parce que nous, chez Carbo, mais aussi chez Trace ou chez Light, on bosse sur un truc qui est très microéconomique, c'est-à-dire à l'échelle de l'entreprise. Aujourd'hui, le découplage, c'est... je vais l'appeler un mythe directement, mais on va dire que c'est une idée qui dit qu'on peut continuer la croissance tout en baissant ses émissions carbone. Donc là, je vais parler de carbone, mais en fait, on parle de manière plus large d'impact global. Et en fait, on part du principe que ce découplage est possible. Par exemple, on va prendre l'exemple de la France en disant « Ah bah nous, on a quelques petits pourcents de croissance et puis on réussit à baisser nos émissions de 1 ou 2% par-ci par-là, etc. » Super, mais en fait, c'est
tout ça, c'est faux parce qu'en fait, chaque activité, quelle qu'elle soit, elle émet du carbone. Quand on va manger au restaurant, on émet du carbone. Enfin, tout émet du carbone, en fait. Et du coup, c'est normal que ce soit corrélé, donc couplé, d'augmenter une activité économique par le biais de la croissance, enfin mesurée par le PIB ou autre, et les émissions carbone. Et aujourd'hui, le gouvernement, quand il dit que la croissance verte existe, etc., en fait, est en train d'œuvrer en faveur du découplage, du mythe du découplage qui s'installe vachement bien dans nos cerveaux en se disant non, mais si on trie nos déchets, c'est bon, on va pouvoir sauver le climat, en gros, mais on n'a pas besoin de changer notre business model. Notre façon de vivre et tout ça. Ouais. Exactement. Et du coup, nous, chez Carbo, de manière très microéconomique, on a des clients qui viennent nous voir et puis nous, on leur propose un plan d'action, un plan de réduction, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'incompréhension parce que des fois, ils nous disent est-ce que vous pouvez nous faire une réduction en absolu de 20% et voilà nos hypothèses. On a des hypothèses d'hypercroissance. En fait, mathématiquement, c'est pas possible. Et en fait, ça, c'est un truc qui est très, très dur à déconstruire parce que justement, il y a beaucoup d'idées reçues et vraiment entrer en pédagogie contre ces idées reçues, c'est très compliqué parce que on a réussi à nous vendre qu'en triant nos déchets, on allait pouvoir se débrouiller, alors qu'en fait, concrètement, si on veut des réductions de 20%, moi j'aime beaucoup le chiffre que pendant le Covid, il me semble qu'on a réussi à réduire nos émissions carbone de genre 12%, un truc comme ça. C'est ce qu'il faudrait faire tous les ans. Encore, c'est 6%, un truc. Et c'est ce qu'il faudrait faire tous les ans pour être raccord avec les accords de Paris, un truc comme ça. C'est ça. Et du coup, on a le côté, OK, on a besoin d'être complètement à l'arrêt pour avoir ces ordres de grandeur. C'est vertigineux quand même. Hein. Ouais. Moi, ça me paraît... Je me dis, ah ouais, quand même, ça va être un peu compliqué quand même, cette histoire. Puis en parler à une entreprise, en fait, leur dire, même si on leur disait, en fait, si vous réduisez votre business plan de 6% par an, vous allez rentrer dans les clous, ils sont en mode, oui. non, mais c'est tout le problème, effectivement, de leur raconter cette histoire et de les faire rêver avec cette histoire. Comment est-ce qu'on va coller à ça? Et le découplage, en plus, ça fait écho un peu à une passe d'armes entre Bruno Le Maire et puis Christophe Béchu, là, suite aux campagnes de l'ADEME sur les dévendeurs et tout ça. Et du coup, il y a quand même on sent que entre eux, il y a une vision, effectivement, découplage, pas découplage, quoi. Enfin, c'est un peu ça le truc. Donc, finalement, même au sommet de l'État, autour de la table, il y a deux visions qui sont un peu antagonistes. Donc, si on n'arrive pas à résoudre ça, cette vision-là, c'est clair que sur le terrain, au niveau des entreprises, il y aura toujours ce grand écart entre des gens qui vont dire « Ah, il faut baisser » et d'autres qui disent « non, en fait, on peut faire les deux. » Donc, ça, Après, je pense que ça dépend quand même de certaines activités. Et si on reprend dans les années 70-80, en France, on a quand même réussi à faire une partie du découplage sur l'industrie qui était très dépendante du fuel et on a beaucoup électrifié à cette époque. Et en fait, on est passé d'un kilowattheure qui faisait du 500-800 grammes de CO2 par kilowattheure à quelque chose qui fait du 40-50 grammes avec du nucléaire. Et en fait, je suis aligné avec toi, hein, on ne peut pas croire à l'hypercroissance, mais on a quand même des capacités à pouvoir vraiment agir fortement pour réduire, et en particulier dans les transports, dans tout ça. Donc c'est un peu ces leviers-là où il faut quand même aussi aller agir, parce que je pense qu'un transporteur qui passerait à des flottes électriques, alors il y a bien sûr le bilan carbone du véhicule, de tous ces sujets-là, mais je pense que voilà, il faut, parce que le risque faut quand même avoir toujours un peu une histoire à raconter. Il faut quand même engager les gens et sans mentir. Mais voilà, si on arrive et qu'on dit tout de suite, de toute façon, c'est pas possible, là, on va un peu friser les gens. Ouais. La crainte, c'est que les gens ils restent tête dans le sable et ils bougent pas, quoi. J'ai pas trouvé aujourd'hui d'histoire racontable aux entreprises sans un moment leur dire ça va coincer. En fait. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi aussi, mais c'est ce qu'on ressent, enfin moi c'est ce que je vois dans les bilans carbone. Donc déjà nous on a fait le choix chez Carbo de calculer automatiquement toutes les actions de réduction et en fait de les proposer aux clients en disant c'est celle-là la plus impactante parce qu'en termes de carbone, en termes vraiment mathématiques, c'est la plus importante. Et je sais qu'il y a aussi des manières de scorer les actions qui sont un peu différentes avec la notion d'acceptabilité et tout. Donc c'était un peu un choix fort vis-à-vis du carbone. Mais je suis d'accord avec toi, le problème, c'est qu'en fait, il y a un effet plateau.
Mais je pense que tu le ressens dans ton métier. C'est que la première année, la deuxième année, tu peux leur proposer, en fait, éteignez votre four le matin, faites attention. Et puis en fait, au bout de 2 ans, ils sont en mode, ok, on a fait toutes les économies, on n'a plus besoin de vous, quoi. Mais qui sont assez efficaces déjà. Ouais. Qui sont très efficaces. Mais donc, tu tapes dans ce qui est le plus simple, c'est le gaspillage. Le gaspillage, c'est le plus simple à éradiquer. Mais le début de la courbe peut quand même être activé par ce genre de truc. C'est effectivement après, tu rentres dans le dur de... Exactement, ouais. Le 20-30%, tu peux facilement y arriver parce que tu n'as jamais rien fait. Donc en gros, tu consommes, tu es super gras sur tes émissions. Et après, par contre, comme l'objectif, c'est quand même 90%, là, chaque couche est de plus en plus compliquée à enlever. Oui, ça nous est arrivé chez Carbo d'avoir un client qui était tellement vertueux que vraiment, on ne savait plus quoi leur proposer parce qu'en fait, c'est aussi les réductions carbone, c'est par rapport à une base. Donc évidemment, en fait, si on prend les plus gros pollueurs qui prennent l'avion tous les 5 matins, etc., bah oui, la première baisse de 20%, elle est évidemment facile. Et nous, on se retrouvait à leur recommander de tous devenir véganes. C'était le seul truc qu'ils n'avaient pas encore fait, quoi. Couper le chauffage, 19 degrés, c'est trop. Des vêtements en chambre. Tant mieux si on a tous nos clients comme ça et qu'on ne sert plus à rien, je pense ça sera tant mieux. Mais je pense qu'il y a encore un petit boulot. J'ai du mal à imaginer. Je me dis jusqu'à 2030, on va faire tout ça, là, tout ce qu'on vient de se dire, là. Et puis, la courbe va gentiment s'amorcer, et puis on va être content et tout. Après 2030 et tout ça, 2035, je me dis, waouh, là, ça va commencer à être dur parce que c'est vraiment les modèles d'affaires, c'est les modèles de production et tout. Et là, ça va être... Et encore en France, en Europe, on fait partie des gens les plus en avance sur le sujet. Aux États-Unis, au Canada, ils sont très, 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 très loin de tout ça. Ils n'ont même pas commencé le début d'accepter l'idée que potentiellement, il y aurait un peu de sobriété, quoi. Mais justement, en fait, je trouve qu'à l'échelle des entreprises, là, on en est Moi, j'aime bien me dire que dans un chemin écologique, on a souvent le truc, les premiers pas, on va se mettre au zéro déchet et tout. Moi, c'était comme ça. Et puis après, tu te rends compte que c'est un énorme problème, que c'est plus systémique. Et en fait, les entreprises, c'est pareil. Là, en fait, on est en train de les accompagner individuellement. Elles sont en train de faire leurs premiers pas individuels. Et en fait, après, pour, par exemple, les économies d'énergie, les next steps, c'est quoi ? C'est de faire en sorte de mettre des choses en commun au maximum, de beaucoup plus partager les espaces de bureau, du coup, d'en utiliser moins. Enfin, c'est des choses... Et en fait... on commence à toucher à la fois des effets de réseau, mais aussi à de l'intelligence collective, de la mise en commun des ressources. Et c'est des choses, bien sûr, on peut passer par l'État, on peut essayer de passer par des entreprises, mais qui vont devoir se faire en collaboration entre des acteurs plus ou moins individuels, plus ou moins d'entreprises, quoi. Et on rentre dans un peu la démocratie, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais il va y avoir effectivement un enjeu social majeur. On parlait le clivage avec les ultra-riches, etc. Moi, je suis assez... j'ai une vision, effectivement, sur une cassure sociale qui est en train de se mettre en place et qui va être... en tout cas, le dérèglement climatique va renforcer ce clivage, quoi. Ce qui est un peu dommageable, mais en tout cas...